Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 27 octobre, un peu de répit pour les urgences de Magny-en-Vexin. Elles ne fermeront pas en janvier, mais rien n'est gagné, on y reviendra. Une bande dessinée pour vulgariser les sciences et mettre en avant les femmes scientifiques. Tatiana Kachan est avec nous dans un instant, votre chronique sport du lundi. Et puis côté météo, demain la journée est couverte toute la journée, comptez 13 dans la matinée, 14 l'après-midi. Vendredi à Cergy, la police a intercepté une importante cargaison de cigarettes de contrebande et de prégabalines, surnommée la drogue du pauvre, lors d'un contrôle routier sur l'avenue des Guenottes, à proximité de la gare de Cergy-Saint-Christophe. Les forces de l'ordre ont découvert dans un véhicule 2500 paquets de cigarettes, rien que ça, 2500 gélules de Lyrica et 25 sachets de prégabalines. Les deux occupants âgés de 54 et 25 ans ont été placés en garde à vue, tandis que la marchandise a été saisie. La prégabaline, médicament normalement prescrit contre l'épilepsie ou les douleurs neuropathiques, est de plus en plus détourné pour ses effets euphorisants et anxiolytiques, constituant une alternative bon marché à la cocaïne. On le disait dans les titres, le service d'urgence de nuit de l'hôpital de Magny-en-Vexin ne fermera finalement pas en janvier 2026, contrairement à ce qu'avait annoncé le groupement hospitalier Novo. Le projet de réorganisation reste toutefois d'actualité. La direction prévoit de déposer auprès de l'agence régionale de santé un dossier pour transformer le service en antenne de médecine d'urgence, ouverte 7 jours sur 7, mais fermée la nuit profonde. L'hôpital justifie cette évolution par une fréquentation moyenne faible, estimée à 1,5 patients par nuit, contre 32 passages quotidiens, concentrés entre 8h et 19h. Le maire de Magny-en-Vexin, Luc Puech-Dalissac, dénonce une décision incompréhensible et promet de poursuivre la mobilisation. Les syndicats hospitaliers partagent cette inquiétude, redoutant une perte de chance pour les patients et un affaiblissement durable de l'offre de soins dans le Vexin. Un chauffeur de bus originaire de Lettonie a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir survolé à 2 reprises l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un drone. Les 19 et 20 octobre dernier, l'appareil avait volé à seulement 450 pieds d'altitude dans l'axe d'une piste d'atterrissage, provoquant d'importantes perturbations. Plusieurs avions ont dû remettre les gaz et une quinzaine d'appareils ont été contraints d'attendre en vol. Identifié grâce à la gendarmerie des transports aériens, l'homme a été interpellé près d'un hôtel voisin en compagnie d'un autre individu. Largement alcoolisé lors des faits, il a expliqué avoir ignoré l'interdiction de survol de la zone. Le procureur de la République de Bobigny, Éric Mathias, a rappelé la tolérance zéro appliquée à ces infractions et souligné que les drones ne sont pas des jouets. Le télépilote a été jugé en comparution immédiate et son drone a évidemment été saisi. Une bande dessinée pour vulgariser les sciences et mettre en avant les femmes scientifiques. Tatiana Kachan est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RGB. Vous êtes biologiste moléculaire de formation, on y reviendra, et vous avez publié L'écho des savantes, enquête des pionnières de la science, aux éditions Delachaux et Nestlé. Nestlé, c'est ça. D'abord, un petit mot rapidement, évidemment, faire une BD quand on est scientifique, c'est deux mondes différents et deux mondes qui se relient en fait. Oui, c'est ça. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça vous est venu cette idée. Ça m'est venu à discuter avec différents scientifiques lorsqu'ils essaient d'intervenir auprès du grand public et de voir que c'était deux mondes qui avaient du mal du coup à se connecter, à se faire comprendre, surtout dans cet environnement à ce moment-là qui était le Covid. Donc on a, avec le dialogue de différents dessinateurs, on a décidé de faire une bande dessinée et c'est avec Note que j'ai fait cette aventure. Oui, on peut évidemment saluer qui est l'illustrateur de la bande dessinée. C'est important pour vous, c'est votre cœur de métier aujourd'hui, la vulgarisation de la science ? Oui, c'est ça. Donc j'ai une société qui travaille dedans et à côté, je fais des livres, dont cette première bande dessinée. Elle raconte quoi, cette bande dessinée alors ? Alors, elle raconte l'aventure de Emmanuel qui va s'endormir dans son laboratoire et va faire la connaissance d'Echo. Donc, je ne vais pas spoiler qui est ce personnage. Et ensemble, elles vont vivre plein d'aventures et découvrir 3 grandes scientifiques qui ont fait des super découvertes et de grandes innovations, dont la première qui a eu un très très gros impact dans la découverte de la PCR, donc ce qu'on connaît très bien maintenant avec le Covid. Et oui, c'est devenu presque à la mode à un moment, la PCR. Il y a une volonté de valoriser les femmes scientifiques aussi, j'imagine que ça vous parle d'autant plus, évidemment. Pourquoi ce choix aujourd'hui ? Parce que les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire de la science ? Oui, c'est ça. Et même quand on est encore dans les laboratoires de recherche, on
au niveau hiérarchique, on trouve beaucoup d'hommes à la direction des laboratoires et très peu de femmes, ou alors on en parle vraiment peu. Et même quand on va dans les écoles, quand j'interviens en université ou en lycée, on demande de citer une femme scientifique. On a Marie Curie. Et en général, ça s'arrête là. Oui, alors que, juste si on peut le citer, quelques femmes qui ont fait des choses comme ça, qui vous viennent. Les trois dont on parle de la bande dessinée, c'est un bon début. Donc Margarita Salas, Barbara McClintock ou encore Amy Noether. Donc 3 domaines différents et pourtant 3 très belles scientifiques qui ont fait de grandes choses. Vous êtes une locale, vous résidez notamment à Auvers-sur-Oise. C'est une BD qui a eu un très bon accueil de la part notamment de la presse et des lecteurs. Oui, elle a été citée notamment par Femmes Actuelles, par Femina, par Télé Loisirs, Diverto aussi, et la Gazette du Val d'Oise. Vous attendiez un succès comme ça ? Oui et non, parce que je suis restée proche du domaine universitaire, donc on a la chance dans le Val d'Oise d'avoir de très belles écoles d'ingénieurs ou de très belles universités, donc je sais que ça a pas mal été relié à ce niveau-là, et puis le Val d'Oise a quand même une belle cohésion, donc à partir du moment où on en parle un petit peu, j'ai vu que ça se répandait assez vite. C'est qui le public de cette bande dessinée ? Il y a une volonté de s'adresser aux jeunes, aux moins jeunes ? Je dirais Comment à partir des pré-ados, parce qu'il faut quand même avoir un petit bagage dans les sciences. Les jeunes enfants auront du mal, mais oui, à partir des pré-ados jusqu'aux adultes, il n'y a aucun souci. Du moment qu'on aime l'aventure et la curiosité, ça passe pour tout le monde. Vous dirigez une société qui est spécialisée dans la valorisation du capital scientifique. On y revient. C'est quoi la valorisation du capital scientifique ? Parce que là, on va rentrer dans des termes un peu techniques forcément, mais ça veut dire quoi, valoriser le capital scientifique ? C'est-à-dire faire en sorte que l'innovation, mais aussi le chercheur, soit donc valorisé, mis en avant à son plein potentiel. Donc ça peut être... simplement faire en sorte que ce qui a été produit par le chercheur et le chercheur en lui-même puisse être diffusé, puisse être communiqué auprès soit d'autres chercheurs qui ne travaillent pas dans le même milieu, soit auprès d'autres universités ou même des partenaires industriels. Donc faire en sorte qu'ils soient un peu plus écoutés et que leurs travaux soient mieux utilisés. Il y a une volonté de libérer un peu la science d'un entre-soi, mais qui est logique puisque très technique, et de dire en fait la science c'est pour tout le monde et ça sert à tout le monde surtout. C'est ça. Votre livre, on l'a dit, donc c'est aux éditions Delachaux et Niestlé. C'est paru le 5 septembre 2025. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Absolument partout. Très bien. Voilà. On les trouve à la FNAC, on les trouve dans les petites librairies, absolument partout. Très bien. Merci beaucoup Tatiana Katchan d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'écho des savantes en quête des pionnières de la science est aux éditions Delachaux et Niestlé. Et puis comme tous les lundis, vous retrouvez vos résultats et vos rendez-vous sportifs. C'est avec Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique sport du 27 octobre. On commence côté tennis de table. Vilaine soirée pour notre club de l'AS Pontoise-Cergy, dominé 3-1 par Torigné au terme d'une prestation assez triste. Le club de Cergy concède un 2e revers de rang en championnat au terme de cette 3e journée. Le premier joueur aligné de cette soirée, Quadri Haruna, se voyait confronté à l'habituel leader international iranien Noshad Alimayan. Le Français vainqueur au forceps du premier set avant de subir la réaction du Perse dans la manche suivante et d'échouer. Quadri réussira néanmoins à arracher un 5e set, mais se montrant malheureusement trop court dans cette manche décisive où il s'incline 9-11 et laissant son adversaire marquer le premier point au tableau d'affichage. Après ce match frustrant, c'est au tour de Jong-Gun Kim d'entrer en scène contre l'international français Jules Rolland. Mal entré dans sa partie et défait aux avantages du premier acte par le tricolore, Jong-Gun parviendra néanmoins à hisser rapidement son niveau de jeu. Et en effet, grâce à sa performance, il a pu permettre à l'équipe de Cergy de recoller au score avant la mi-temps. Au match suivant, c'est Alexandre Cassin qui confirme ses peines sur ce début de saison, malheureusement trop dispersé et pas assez entreprenant, n'étant jamais véritablement entré dans son match, et a subi une défaite assez inattendue en 4 actes. Dos au mur, le club de l'AS Pontoise-Cergy repose dans la raquette de Quadri face à Jules. Quadri l'a très bien débuté sur un premier set 11-4 et a malheureusement perdu le fil du match et n'est pas parvenu à redresser la situation et s'est avoué vaincu, laissant les visiteurs mettre le point final de la soirée. Avec néanmoins une feuille de match favorable, le club de Cergy Pontoise s'incline mais qui prend quand même un point au classement, ce qui leur permet d'occuper la 7e place.
Et maintenant, côté basketball, le club de Laval vient mettre fin à l'invincibilité à domicile des Spartiates en venant s'imposer sur le terrain des Spartiates 76-62. Prochain match le 8 novembre contre le club de Calais. Côté hockey sur glace, les joueurs de Sergi Pontoise, Sayam Lintung, Paul Lelem et Ewen Gibri-Chauvière nous font le plaisir d'être avec nous. Leur dernier match se terminant par une défaite assez frustrante contre Chamonix-Mont-Blanc. Salut les gars, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va super, merci. Ça va très bien. Bah nickel. Vis-à-vis du dernier match, quelles sont vos sensations ? Frustrant, hein, c'est sûr qu'on aurait aimé ramener la victoire à la maison, mais on reste motivé pour les prochains matchs et on sait que ça va arriver. Ouais, c'est ça, c'est frustrant parce que on enchaîne un peu les défaites là, mais dans la structure du jeu, on est là, on joue quand même bien. Ça se joue à 1 ou 2 buts à chaque fois, donc c'est frustrant, mais on va revenir plus fort. Le plus dur, c'est de rester positif, mais en vrai de vrai, faut rester positif parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir par la suite être mieux et pouvoir gagner des matchs. Et votre vision vis-à-vis de la fin de la saison, est-ce que vous le sentez bien ? Est-ce que votre équipe peut bien fonctionner ? Comment vous voyez les choses ? Honnêtement, l'équipe peut bien fonctionner. On a un coach qui est vraiment bien. On peut faire de belles choses. On a un bon système. On a une très bonne équipe. Honnêtement, à la fin de la saison, on peut faire quand même des très très belles choses. Ouais, je pense qu'il faut juste avoir ce petit déblocage, ce petit truc qui va faire que ça va repartir et qu'on va réussir à faire le taf. Ouais, je pense que quand on gagnera ce prochain match là, ça va relancer un peu l'équipe. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense, de gagner. Et après, faut dérouler quoi. Ok. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour la saison. Merci beaucoup. C'est gentil. Leur prochain match sera contre les Ducs d'Angers à lundi prochain pour votre nouvelle chronique sport sur RGB. Axel Maire, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous sportif. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. On se retrouve demain en direct sur RGB 99.2 et sur radio-rgb.net, ainsi évidemment qu'en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur RGB. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo pour les informations locales. Côté programmation, retrouvez à 19h votre émission le 100% football amateur avec Farid Rouas et ses consultants. Il recevra notamment dans la Coupe de France le coach de Cergy PFC Madji, ainsi que Alexandre Weglinsky, président de Groslay, et enfin le joueur du FC Fleury, Grégoire Lefebvre. À 21h, ça sera Monsieur Cinéma versus Mister Série comme chaque dernier lundi du mois avec Mister Jax pour tout savoir et ne rien manquer des dernières sorties grand écran et petit écran bien sûr. À 22h, Technotique, votre sélection électro, suivi à 1h du matin de la session de rattrapage de Vibes.com jusqu'à 3h. Très bonne soirée à notre écoute, à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, en streaming sur radio-rgb.net et sur les applications pour mobile, pour smartphone, les radios associatives et Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy Pontoise. Vous souhaitez